Bon après-midi à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, rapidement, n'oubliez pas qu'il y a la traduction de Translation is available. Et du coup, je vais parler en français aujourd'hui. J'alterne à chaque fois. Et du coup, de la part de Medpan et du ICN, on vous remercie encore une fois de cette participation à cette troisième session en virtuel pour la formation restauration. Donc, c'est un programme chargé, donc je ne vais pas être longue. Je vais rapidement donner la parole à notre facilitatrice, mais juste avant, peut-être, voilà, pour rappel, n'oubliez pas de bien mettre votre nom et prénom, qu'on puisse bien voir qui est qui dans les participants. Encore une fois, n'oubliez pas que la traduction est disponible. Essayez de couper votre micro quand vous n'avez pas la parole. N'hésitez pas à demander à prendre la parole aussi, voilà, soit dans le chat, soit en levant la main, c'est important. Et voilà, ben, écoute, très bien. Patricia, à toi la main, je t'en prie. Merci. Welcome everyone. Thanks for joining today's session. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour être là. Alors, ça, c'est le troisième webinaire, donc cadre d'évaluation et de suivi. Alors, juste un petit aide-mémoire sur le fait que la prochaine session sera sur la planification stratégique et les ressources financières, puis on va se voir en présentiel. Alors, vous voyez le programme pour la journée, c'est très, très chargé. Et donc, on a des contenus très intéressants, mais on désire aussi avoir un petit peu de discussion avec vous, les participants. Donc, je vais demander aux intervenants aussi d'être à l'heure, de ne pas trop parler, car on a vraiment un timing très serré. Donc, nous avons cette session des 2 heures et on va commencer tout d'abord avec une petite introduction par Benzarti sur les cas d'études des îles Kerkennah, car on n'avait pas eu le temps d'écouter sa présentation la dernière fois, donc on commence avec cette présentation et puis on va se concentrer sur les thèmes de la journée d'aujourd'hui. Et donc, Adrien Cheminet, après, va présenter les protocoles des transects, et puis il sera suivi par Dimitris Poursanidis, qui va nous parler des méthodes des photogrammétries par drone. Et puis, on aura aussi donc une présentation par IAPRAC des standards et des normes d'évaluation de la UCN. Et puis, on aura des présentations des participants. Et on aura juste le temps pour 2 présentations, on espère bien d'ailleurs. Et voilà, celles qui restent, on va les écouter la prochaine fois. Alors, mais commençons tout de suite. Alors, Hans, tu es là? Oui, 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 oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Hans Bezarti. Donc, je travaille dans l'AMP des îles de Kerkennah. Donc, c'est une AMP toute neuve. Elle a été créée en 2023 dans le golfe de Gabès de la Tunisie. C'est proche de la région de Sfax, si vous connaissez un peu la Tunisie. Et voilà, nous avons donc des habitats d'eau peu profonde. Nous avons donc des habitats très importants, surtout pour les tortues marines. Notre objectif principal, c'est la conservation des habitats, la pêche durable, car comme vous pouvez voir donc dans cette image, nous avons une zone qui a été déclarée héritage par l'UNESCO et on essaye de travailler avec les pêcheurs pour rendre la pêche durable. On a de la cogestion avec les communautés, puis on a la fragmentation de l'habitat, la réduction du stock de pêche, biodiversité, et puis herbiers des Posidonie qui sont tous en danger à cause du chalutage et donc des pressions anthropiques, de la pollution, et puis on a les espèces envahissantes à cause du changement climatique et puis l'érosion. Alors, pourquoi la restauration? Parce qu'en fait, c'est une zone très importante. Voilà, c'est un lieu de reproduction clé et donc c'est clé pour la biodiversité dans le golfe des Glabès. Nous voulons donc restaurer les fonctions écosystémiques et aussi donc tâcher de rendre la pêche vraiment durable. C'est la première IP en Tunisie qui est étroitement liée à la communauté locale de pêcheurs.
Et donc, c'est vraiment un lien très étroit et c'est la première IP qui a un lien si étroit avec les pêcheurs. Nous avons beaucoup travaillé sur la restauration. Ça a continué au cours des années et cela grâce à la collaboration avec les pêcheurs. On a vraiment essayé donc de planter la posidonie, de protéger la Pinna nobilis des individus et des habitats, car en 2019, on a trouvé donc 5 individus encore vivants. On a essayé de les protéger, mais malheureusement, ils ne sont pas en bon état. Et puis, on a essayé de faire donc une culture expérimentale des éponges commerciales, mais ça n'a pas bien marché, car en fait, malheureusement, donc les éponges sont pêchées beaucoup, trop. Et puis, on a essayé aussi donc de, de favoriser la production de Sepia officinalis. On a essayé de créer des récifs artificiels expérimentaux utilisant des branches de palmiers dans différentes zones. Et puis, on a essayé de travailler donc pour d'autres tests car ces essais n'ont pas marché. Pour la Posidonie, je ne peux pas vous donner le résultat car c'est confidentiel. Et donc, on a des étudiants qui, en plus, sont en train de préparer une thèse. Le travail est magnifique, c'est durable. Mais en fait, vous voyez la méthode appliquée pour la plantation de la Posidonie de la première image. Et puis, donc, voilà. Et on a étudié un système qui vraiment permet d'attacher donc les nouvelles pousses avec des ficelets. Et puis, nous avons des ONG locales qui sont impliquées. Nous avons donc l'Agence de protection et d'aménagement du littoral qui nous soutient. C'est l'agence appelée APAL. Et puis, nous avons aussi des experts. Nous travaillons aussi avec des experts scientifiques et techniques à TUTAX, par exemple, et INSTM. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Parce que on a appliqué beaucoup de pêcheurs. On a parlé avec eux, on les a appliqués à part entière. Ils doivent être impliqués donc à chaque étape. Et voilà, donc c'est grâce à eux qu'on a réussi à lancer ce travail de restauration. On a instauré la confiance grâce à des interactions quotidiennes, à la cogestion. Et puis, on a essayé donc de s'adapter au contexte local pour voir les techniques simples et plus appropriées qui peuvent être mises en œuvre aussi directement par la communauté. On essaye aussi de transmettre et d'impliquer les jeunes générations sur l'île, car ils représentent l'avenir. On essaye donc de les impliquer dans des campagnes, des expériences, afin qu'ils comprennent l'importance de la biodiversité. Et puis, on désire continuer ce travail de collaboration avec les pêcheurs. On désire aussi continuer l'implication et la sensibilisation des jeunes et aussi des femmes. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup de bruit autour de moi. Bon, et puis nous tâchons donc renforcer la capacité des pêcheurs et même des femmes des pêcheurs et des jeunes. Et nous tâchons aussi de promouvoir plus de protections légales vis-à-vis du chalutage, car le petit chalutage donc vraiment détériore la biodiversité, ça provoque des dégâts importants. Et puis, on est, on essaye aussi d'obtenir de financement à long terme pour donc pouvoir garantir la durabilité du travail. J'ai tâché d'être vraiment très, très succincte. Et voilà. Parfait, merci, mille merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions pour notre invité sur les îles Kerkena. S'il vous plaît, soit utilisez la main virtuelle ou utilisez le chat. Alors, pour Pinna nobilis, quel est le taux de succès? Alors, pour Pinna nobilis, on avait 5 ou 6 individus. Malheureusement, l'été dernier, on en a retrouvé seulement un.
mais on continue d'essayer et donc d'en trouver d'autres. Et on travaille sur soi et puis sur les herbes et les posidonies et surtout sur la cartographie, car c'est très important. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur le premier transparent, s'il vous plaît. Oui, merci. Le premier transparent, celui-ci? Non, l'autre. Alors, vous voyez en fait qu'il y a la Posidonie, mais on a cette forme de tigre et c'est typique de Carcana car c'est des eaux peu profondes. Donc, c'est 1 mètre de profondeur. Et la Posidonie, donc, c'est très particulière. Donc, c'est très bien adapté aux habitats locaux. Et puis, vous voyez donc d'autres formes autour des îles. Toujours, c'est de la Posidonie. Et puis, on a notre challenge. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais les pêcheurs donc possèdent donc des parcelles de la mer, disons. Et donc, si on désire donc faire du balisage pour la Posidonie, il faut demander l'autorisation donc aux pêcheurs ou aux propriétaires de cette parcelle. Est-ce qu'on peut le faire? Voilà, parce qu'il faut leur autorisation, parce que la propriété revienne à eux. C'est un peu bizarre. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est, je pense, quelque chose d'unique parce qu'en fait, il s'agit donc d'une privatisation de la mer. Mais alors, peut-être, c'est un peu comme pour le secteur privé, pour la terre. Non, c'est juste pour les pêcheurs. Non, et c'est pas des privés et des particuliers, c'est seulement les pêcheurs. Mais bon, les pêcheurs, en tout cas, sont comme un peu des particuliers. Et donc, voilà, donc c'est un peu comme les paysans, les agriculteurs qui détiennent la propriété donc des terres qu'ils cultivent. Ah, je vois qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup et beaucoup de questions. Mais est-ce que vous avez fait la cartographie de la Posidonie et vous avez défini donc une date de départ? Oui, oui. Alors, ah, parfois c'est très compliqué de travailler avec les pêcheurs, surtout les pêcheuses. Et puis, si vous avez, oui, Dimitri, vous donc possédez des parcelles de la mer. Nous n'avons pas le même problème au Liban, mais ce qui nous a provoqué des problèmes, ce sont les propriétaires privés des parcelles des terres. Comment vous y prenez si vous désirez protéger quelque chose en fait qui fait l'objet d'une propriété privée? Bon, alors il faut négocier beaucoup et aussi, voilà, parfois les gens ont une mentalité très, très, disons, unilatérale. C'est pas facile de les persuader. Voilà, nous travaillons sur la partie marine. Voilà, donc il vous faut l'autorisation, oui, même si en fait c'est pour leur bien. Et donc on leur montre voilà tous les aspects positifs et les bienfaits, mais aussi les effets négatifs s'ils ne font rien, s'ils refusent notre intervention. Voilà. Et donc, on leur montre les bienfaits de notre action. Et alors, en fin de compte, ils acceptent toujours. Et donc, en fin de compte, ils nous autorisent toujours. Voilà. Mais il faut leur expliquer. Merci, merci beaucoup. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer à la prochaine présentation. Et je vous rappelle, voilà, que aujourd'hui, on va identifier les indicateurs pour garantir l'évaluation et comment définir les standards de suivi d'après les standards de la UCN. Et puis, on va parler aussi de la liste verte. OK. Alors, pourquoi le suivi est-il important? Voilà, pourquoi le suivi est important? Car
Il nous permet donc d'améliorer les décisions, d'avoir des évidences aussi pour obtenir le financement et ça augmente la confiance avec les parties prenantes. Donc, voilà. Passons à la prochaine présentation. Adrien Cheminet, donc avec les protocoles UVC Transact. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, parfaitement, merci. Bon, je vais parler en français et les diapositives sont en anglais, si c'est OK comme ça. Parfait. OK, super, merci. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, je vais me concentrer sur des aspects méthodologiques concernant le suivi, le monitoring des habitats, des populations dans le cadre des projets de restauration. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Euh, Finalement, quand on parle de restaurer, juste pour introduire en petit rappel, ça peut concerner plusieurs choses. Il peut s'agir d'actions qui permettent d'éviter les perturbations ou de les réduire ou éventuellement de les compenser. Et donc, dans les compensations, bah, ce sera là que souvent intervient l'ingénierie écologique. Par exemple, sur la photo à droite, on a transplanté des austères marines dans les temps de berre, les travaux du GIPREB, pour finalement compenser l'impact et réparer l'état de santé d'herbiers qui avait été détruit par des problèmes d'apport d'eau douce. Donc en préambule de cette question de suivre, donc faire du monitoring, il y a certains points qui méritent d'être soulignés. C'est que déjà, tout projet de restauration et le suivi qui vont avec n'auront de sens que si les causes de la destruction ou des perturbations initiales ont été résolues, bien évidemment. Ensuite, deux points qui sont liés, c'est le fait que les bénéfices, que ce soit écologiques ou sociétal, d'une action de restauration doivent être évalués. Donc, on doit passer par une phase expérimentale et c'est là qu'on commence à parler du sujet du suivi. Et enfin, il faut évaluer si cet effort de suivi et cet effort de restauration, finalement, sont dans la balance euh, d'un point de vue bénéfice versus coût supérieur au coût éventuellement engendré par l'opération de restauration. Donc tout ça justifie le fait de mettre en place un monitoring sur le long terme des résultats d'une action de restauration et c'est vrai que c'est souvent le point clé qui manque dans certains projets, de pouvoir poursuivre sur le long terme cet effort de monitoring. Euh, donc, quelles étapes clés finalement va-t-on se poser pendant le processus de monitoring d'une action de restauration? Ben déjà, en fait, il faut se poser une bonne question initialement, c'est-à-dire définir quelle est la question scientifique qu'on se pose afin de bien cadrer le protocole. Très souvent, les projets de suivi échouent car en fait, on n'a pas suffisamment cadré les questions, ce qui veut dire tout simplement définir une stratégie d'échantillonnage, un design d'échantillonnage qui sera la traduction directe de la question initiale. Et notamment, il y a deux éléments clés qui seront qu'est-ce qu'on veut suivre? Qu'est-ce qui est pertinent de suivre pour documenter le processus de restauration? Est-ce que c'est des densités d'individus? Est-ce que c'est du recouvrement si on parle d'un herbier de plantes marines, etc. Et enfin, et deuxièmement, quelles sont les variables explicatives? On ne va pas pouvoir tout étudier. Il va falloir, par exemple, s'intéresser à certains facteurs qui vont influencer notre processus naturel, mais il va falloir restreindre la question pour que le suivi soit faisable. On le verra juste après. On va ensuite se poser la question de la méthode. Alors dans la méthode, c'est quels outils on va utiliser, quelle unité d'observation, donc l'unité d'échantillonnage on va choisir. Est-ce que c'est dans un quadrat? Est-ce que c'est sur le long de transects? Et puis enfin, combien on va en faire? Parce qu'on va devoir les répliquer pour avoir une bonne mesure fiable, mais il va falloir choisir quel effort d'échantillonnage on va mettre en œuvre, puisque bien souvent on est limité dans le temps
et aussi dans les moyens financiers. Et enfin, il faut que ce soit des observations répétables, puisque si plusieurs observateurs interviennent, il faudra que leurs observations soient comparables. Donc finalement, c'est un peu une checklist de questions clés qu'on va avoir en tête. Donc, sachant maintenant qu'on a cette checklist-là, on peut passer point par point sur les différents points soulignés dans cette liste. Donc déjà la question. Si on se penche sur, par exemple, un projet de réserve, donc no-take zone, des zones de non-prélèvement, qui peut être vu comme un outil de restauration des peuplements de poissons, bien souvent le gestionnaire cherche à savoir est-ce que ces no-take zones sont efficaces? Donc est-ce qu'il y a une efficacité de la mesure mise en place? Mais finalement, ça mérite de préciser la question. Qu'est-ce qu'on veut comparer? Est-ce qu'on veut comparer à l'intérieur de la réserve avec à l'extérieur de la réserve, donc dans la no-take zone versus à l'extérieur? Ou est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de protection qu'on veut comparer entre eux? Ça va conditionner la suite du design expérimental. À droite, on peut aussi voir qu'à l'intérieur de ces zones de protection différentes peuvent être présents différents habitats. Et la question peut donc être plus complexe qu'il n'y paraissait au début. La question pourrait être, est-ce que l'efficacité de la protection est la même dans un habitat plus que dans l'autre? Et donc, on pourrait avoir peut-être une efficacité de la mesure de restauration qui ne sera pas la même selon le type d'habitat dans lequel on se situe. Donc finalement, dans ce cas de la communauté de poissons dans une no-take zone, si on passe à la diapo suivante, on se retrouve avec deux facteurs qui vont structurer notre design et notre stratégie d'échantillonnage. D'une part, le niveau de protection et d'autre part, le type d'habitat. Si on a deux niveaux à chaque fois, dans la no-take zone, à l'extérieur, et puis qu'on a par exemple deux habitats, l'herbier versus la roche, 2 fois 2 égale 4 cas de figure différents. Donc finalement, en termes de monitoring, ça nous fait 4 traitements à documenter. Donc on se rend compte que si jamais en plus de ça, on voulait étudier l'effet par exemple de la profondeur sur le succès de la restauration, ça rajouterait encore plus de traitements et donc ça ferait exploser de manière exponentielle l'effort d'échantillonnage, puisque finalement, à l'intérieur de ces différents traitements, si on passe à la diapo suivante, on va aller mesurer les paramètres qui vont caractériser le succès de notre opération. Alors sur les poissons, par exemple, ce sera sur un peuplement, dénombrer les individus et identifier les espèces présentes et déduire, par exemple, la richesse, l'abondance totale, la composition relative en espèces. Donc tout ceci sont des descripteurs, ce qu'on appelle des variables réponses, qui vont permettre d'illustrer la réaction du peuplement de poissons ici à une action donc de restauration, en l'occurrence la mise en protection. Et si on va sur la diapo suivante, on va ensuite devoir choisir ce qu'on appelle une unité d'échantillonnage. À l'intérieur de chacun de mes traitements, je vais, à l'intérieur d'une unité d'échantillonnage, compter, dénombrer le peuplement de poissons. Alors, l'unité d'échantillonnage, elle peut être sous forme de couloir, donc ce qu'on appelle les transects. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche, le long d'un corridor de 5 mètres de large, par exemple, et d'une vingtaine de mètres de long, on va dénombrer les espèces présentes. Mais sur la photo en bas à droite, on a l'illustration d'une autre méthode qui est le point fixe. On va dénombrer les individus sur une zone bien déterminée. Ce choix-là dépendra des espèces ciblées. Est-ce qu'on s'intéresse à des espèces plutôt sédentaires? À ce moment-là, on préférera le point fixe. Est-ce qu'on s'intéresse à des espèces mobiles? On préférera le transect. Donc cette unité d'échantillonnage, ici, on voit un plongeur en train de dérouler un transect. On va devoir la répliquer plusieurs fois à l'intérieur de nos différents traitements. À l'intérieur de la réserve, à l'extérieur de la réserve et dans les différents habitats. Et le nombre de réplicas devra être prédéterminé. On va étudier par exemple la littérature pour savoir quel est le nombre de réplicas minimum pour avoir une moyenne qui soit fiable. C'est ce qu'on voit sur le petit graphique. On voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de réplicas, le point qui est la moyenne obtenue pour l'abondance totale de poissons va finir par se stabiliser. La moyenne devient fiable quand on dépasse un certain nombre de réplicas.
Donc, cette question de la réplication, elle sera cruciale puisqu'on va devoir faire des réplicas ensuite à l'intérieur de chacun de nos traitements, dans la réserve, à l'extérieur de la réserve, etc. Donc, en fonction du nombre de réplicas nécessaires, ça va nous prendre plus ou moins de temps. Et on se rend compte que notre effort d'échantillonnage va prendre du temps qui sera un facteur limitant. Parallèlement à ça, juste si on revient sur la diapo d'avant, pardon, euh, en termes de répétabilité, il faudra aussi s'assurer que nos réplicas de comptage, par exemple, soient répétables. C'est-à-dire que deux observateurs différents qui vont travailler conjointement, hein, puis avoir une manière de faire qui est identique, qui est répétable. Donc pour cela, on va devoir, par exemple, avec des silhouettes en plexiglas, s'entraîner à mesurer la taille des individus. Donc il y aura un travail d'entraînement préalable au travail de terrain qui sera nécessaire. Donc répétabilité et réplication seront des points clés qui vont conditionner l'effort d'échantillonnage qu'on devra mettre en œuvre in fine. Euh, un autre élément également à prendre en compte sera la résolution temporelle de notre travail. Euh, Si on veut étudier l'effet, par exemple, de la mise en place d'une réserve, eh bien, il faudra faire attention à peut-être répéter notre protocole dans le temps pour pouvoir tenir compte des fluctuations naturelles dans le temps, par exemple au fur et à mesure des saisons. Donc, si on va à la diapo suivante, sur cette diapo, on a fait en rouge des échantillonnages un certain nombre de fois espacés dans le temps, mais pas suffisamment souvent pour se rendre compte qu'en fait, en bleu, il y avait une variabilité naturelle de phénomènes étudiés qu'on a raté parce qu'on n'est pas allé assez souvent sur le terrain. Si dans la diapo suivante, on verra que si on augmente l'effort d'échantillonnage dans le temps et qu'on répète nos mesures à plusieurs saisons, par exemple, on s'apercevrait qu'il y a une fluctuation temporelle naturelle. Donc toutes ces questions-là vont conditionner notre design d'échantillonnage. Euh, alors, brièvement, pour mentionner, le choix de la méthode sera aussi à adapter en fonction de la question initiale. Là, on a parlé de recensement visuel, donc les Underwater Visual Census, mais il y a d'autres méthodes qui existent, adaptées éventuellement aux spécificités des espèces. Donc, par exemple, à droite, on a en bas des photos, des appareils caméra, pardon, qui sont positionnés sur le fond et qu'on laisse enregistrer pendant un certain nombre de temps afin de pouvoir capter les espèces qui sont craintives et qu'on ne va pas voir avec un plongeur en plongée sous-marine. En haut à droite, c'est du prélèvement d'eau pour faire une mesure de l'ADN environnemental qui va nous permettre d'avoir une vision complémentaire de l'assemblage en espèces, complémentaire au recensement in situ. Alors, bien évidemment, ces méthodes sont complémentaires, elles ont avantages et inconvénients. Et notamment, l'inconvénient de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont plus coûteuses puisque ça nécessite du matériel plus sophistiqué. De même, à gauche, la télémétrie acoustique qui permet de suivre les déplacements des individus nous donnera des informations complémentaires au recensement visuel, mais avec un coût supplémentaire. Euh, pour terminer sur les quelques dernières diapos, si on passe à la suivante, euh, on vient de voir donc un peu les points clés à voir et à se poser lors de l'établissement d'un protocole de suivi. Sur la diapo suivante, on va voir brièvement le même raisonnement, ce coup-ci sur un exemple concernant les herbiers de plantes marines. Donc, si on prend le même raisonnement, ce coup-ci, il ne s'agit plus de poissons, mais il s'agit d'un herbier qu'on a euh, renforcé en faisant de la transplantation, en faisant du bouturage, par exemple ici sur les austères, pour reconstituer un herbier qui avait été dégradé par une pollution. La question qui va se poser devra être bien définie, là encore, pour bien dimensionner le protocole d'étude. Donc, par exemple, on peut se poser la question de l'évolution au cours du temps de cet herbier une fois restauré. Donc là, on a l'évolution à trois périodes temporelles différentes. Mais on pourrait aussi rajouter comme question la comparaison avec un site vierge qui n'a jamais été dégradé. Donc sur la diapo suivante, on rajoute pardon, celle d'avant. Euh, pardon. Ah non, c'est le. Excusez-moi, je me suis
C'est OK, on peut aller sur la suivante. Et avant d'aller un peu plus loin dans le détail du design, on va aussi devoir définir quelles seront les variables réponses qu'on va étudier en adressant cette question. Typiquement, sur un herbier, il y aura des descripteurs de l'état de santé de l'herbier au choix parmi toute une liste. Alors là, j'ai pris l'exemple de la densité ou du pourcentage de recouvrement de l'herbier qui va être mesuré dans des unités d'échantillonnage qui, ce coup-ci, sont des petits quadrats. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, on verra donc effectivement, pour répondre à notre question, qu'on va croiser, eh bien, d'une part, le facteur 1 qui sera le temps après restauration, et puis d'autre part, sur la diapo suivante, un deuxième facteur qui sera, par exemple, le niveau initial de dégradation en comparant l'herbier restauré avec un herbier qui, lui, était en bonne santé au cours du temps. Et donc, c'est ce type de design-là qui va nous permettre de ensuite appliquer nos unités d'échantillonnage qu'on va venir réaliser à l'intérieur de nos différents herbiers, donc sur la diapo suivante, où on va euh, positionner et mesurer nos unités d'échantillonnage au sein des différents herbiers dans les différents traitements envisagés. Alors, on pourra également se poser comment positionner nos réplicas à l'intérieur de l'herbier. Là, je les ai positionnés de manière aléatoire, mais si on va sur la diapo suivante, on peut aussi faire le choix, à l'intérieur d'un traitement donné, de venir positionner des petits quadrats où on va mesurer la densité de l'herbier, non pas de manière aléatoire, mais euh, pour tenir compte de paramètres environnementaux qui vont nous influencer. Par exemple, la profondeur. Si ici on imagine qu'on a un gradient de profondeur d'un côté à l'autre de l'herbier, à ce moment-là, sur la diapo suivante, on va positionner nos petits carrés blancs qui sont les quadrats où on va mesurer la densité de l'herbier de manière aléatoire, mais sur trois tranches de profondeur différentes qui vont nous permettre donc de tenir compte de l'influence de la profondeur qui, naturellement, va influencer l'état de santé de l'herbier puisque l'herbier fait de la photosynthèse qui va donc varier en fonction de la profondeur de pénétration de la lumière. Donc là, on voit que ici, le design d'échantillonnage, il a été adapté pour tenir compte de cet effet potentiel de la profondeur, pour aller mesurer l'état de santé de l'herbier à différents endroits, à l'intérieur d'un traitement d'un herbier en particulier, au sein du vaste design. Donc finalement, j'ai fait le choix là, dans cette présentation d'insister non pas sur le détail de telle ou telle méthode, puisque les méthodes, il y en a en fait autant que de questions initiales. Par contre, ce qu'on retrouve systématiquement, c'est la nécessité de structurer le raisonnement scientifique tel qu'on vient de le voir pour garantir de traiter les points clés qui ont été listés. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des Merci questions. beaucoup, Adrian. If you have any questions, you can paste in the chat. Yes, in the chat I see some questions. Avez-vous des questions? Okay. Yes, already answered. C'était très clair, mais en tout cas, donc on pourra poser des questions même ultérieurement. Voilà, donc si quelque chose vous vient à l'esprit. Merci beaucoup, Adrien, pour avoir accepté. Donc, oui, oui, je vais rester connectée pour la discussion. Merci, merci beaucoup. Merci aux participants. Alors, on a maintenant la présentation de Dimitris, donc qu'il va nous parler de la photogrammétrie pour donc voilà les habitats peu profonds et les herbiers. Voilà, donc si vous pouvez donc parler 10 minutes, merci beaucoup. Voilà, merci. J'ai préparé une présentation sur la méthodologie pour cartographier les herbiers dans les eaux profondes et dans les eaux peu profondes.
et comment la photogrammétrie peut être utilisée de façon efficace pour la restauration des sites, pour identifier les lignes de base et pour faire le suivi. Voilà une petite histoire. Jacques Cousteau, en 1975, dans la mer Caraïbe, qui voulait voir comment il pouvait cartographier les profondeurs à partir des satellites. Et donc, il a fait une mission avec la NASA, il a travaillé avec les satellites dans les îles Bahamas et pour la première fois, il a vu qu'on peut utiliser les satellites pour connaître la surface et pour prendre des informations utiles, par exemple la profondeur, qui peut être utilisée pour tout type d'analyse, d'information et pour la navigation aussi. Beaucoup a été fait entre-temps. Là, on a commencé en Grèce il y a 15 ans à peu près pour utiliser les satellites pour faire la cartographie des herbiers. Donc, utiliser des données à haute résolution pour établir la ligne de base dans les zones protégées. Là, c'est la zone d'un parc naturel où on voit la première AMP qui est membre du MEDPAN, ça fait 10 ans maintenant. Et on l'a fait en utilisant le premier capteur des satellites jusqu'à 40 mètres de profondeur à cause de la clarité et à cause des conditions qui nous ont permis d'aller très en profondeur et de mapper les herbiers très en profondeur. Après, nous avons utilisé d'autres capteurs et nous avons rempli les gaps, les lacunes, parce que d'habitude, on a beaucoup d'espèces charismatiques pour voir où il faut mettre les AMP, mais on oublie où s'alimentent ces espèces. Là, on est dans le nord de Crète, en Grèce. Nous avons des résultats d'une étude des AMP qui a analysé les tordus et qui a vu que les tortues s'alimentent des herbiers. Ils ont utilisé les satellites, ils ont utilisé des drones et des systèmes bioacoustiques pour avoir des données bathymétriques pour la zone côtière. Et après, on a utilisé le machine learning, donc les machines et les données planes, qui est une compagnie de Berlin et qui a fait des observations. Donc, il y a plusieurs méthodes pour collecter les données, comme vous voyez. Là, on a utilisé beaucoup de données. Pour ce qui est des drones et les satellites commerciaux, alors aujourd'hui, les drones sont un outil très facile à utiliser, coûtent moins cher par rapport au passé, les coûts ont réduit et on les utilise pour faire la cartographie des herbiers de la zone côtière. Et on peut comparer ces données avec les données satellitaires pour comprendre quel est l'avantage des drones au niveau de cartographie sur échelle fine et le potentiel à l'utiliser pour les sites de restauration. Et avec les satellites, après, on peut étudier des zones plus vastes parce qu'on ne peut pas cartographier 5000 km de linéaire côtière avec les drones, mais on a les satellites pour ça. Et on utilise les drones pour la collecte des données dans des sites spécifiques, pour après créer des données très importantes pour soutenir toute action dans les AMP. Et il faut voir aussi quels sont les impacts des données. Il faut les utiliser. Et maintenant, on peut avoir beaucoup d'outils pour transformer les données dans deux images très colorées et très belles sur les habitats, comme celle-ci que vous avez à droite, où on a plusieurs informations sur la base des données que vous collectez pour tout type d'interprétation d'images et pour la cartographie des habitats. Mais comment est-ce qu'on peut collecter les données à partir du terrain? Ça, c'est un système qui coûte plus cher et les personnes qui s'occupent de l'analyse des données utilisent la photogrammétrie, mais c'est très difficile à utiliser comme méthode.
Et on peut utiliser la photogrammétrie et les données satellites pour collecter des données importantes. Et cela va vous permettre de faire le suivi. Et le suivi a besoin de beaucoup de certitude. Et pour cela, il faut utiliser les bons capteurs, les bons GPS. Il faut avoir des données très soigneuses pour après comparer la ligne de base et l'évolution des données. Après qu'on a fait par exemple une transplantation ou quand on fait le suivi ou bien le suivi des forêts de Gorgone. Là, vous pouvez avoir des ortho-images très belles comme celle-ci. Vous pouvez identifier les cadres de suivi et au bout de quelques temps, on peut comparer les images, ce qu'il y avait avant la transplantation et après la transplantation à droite. Et vous pouvez faire des analyses pour identifier les changements significatifs et jusqu'à quel point ces changements significatifs ont contribué à vos objectifs. Là, vous avez un flux de travail très intéressant où vous pouvez voir que vous pouvez utiliser des outils de façon régulière pour utiliser la photogrammétrie et créer votre produit qui va être utilisé pour votre reporting et pour votre évaluation et aussi pour soutenir la communauté locale pour avoir une meilleure qualité de la vie des citoyens, des pêcheurs et des touristes. Mais l'échelle est importante. Je suis sûre que si je vous demande quel satellite vous connaissez Copernicus par exemple, parce que c'est célèbre, mais l'échelle est importante. Et là, vous voyez quelles sont les différentes échelles utilisées pour étudier un herbier marin. Pour cartographier euh, les herbiers, peut-être vous avez des bonnes informations en Libye, en Tunisie, en Algérie, mais on peut facilement perdre la moitié des données. Voilà pourquoi. Là, c'est ici à Héraklion, en Grèce. Nous avons des données des satellites commerciaux. Et après, j'ai utilisé Copernicus comme système. C'est le même site en même temps, mais ce n'est pas la même zone qu'on a étudiée. Et si on prend ces données de stockage de carbone qu'on a étudiées récemment, vous pouvez voir que vous pouvez bien sous-estimer votre évaluation du stockage de carbone. Vous pouvez importer d'autres données dans votre base de données. Et après, quand il y a quelqu'un qui revient pour faire une autre cartographie, il peut y avoir des valeurs différentes. Donc, les lignes de base sont les lignes de base, ce sont assez faciles à calculer et on peut faire un bon suivi avec Copernicus, mais il faut voir aussi quelles sont les incertitudes et quelles sont les possibilités d'erreur. Et ça, c'est un petit résumé. Les drones sont très importants à l'échelle locale pour faire le suivi et pour faire la cartographie des sites. Et mais les satellites vont rester l'outil principal pour faire la cartographie de base sur grande échelle et sur plusieurs échelles. Et vous pouvez mélanger les drones et les satellites pour avoir un bon produit. Pour bien comprendre quelle est la situation et pour, disons, spécifier autant que possible les données. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'est très important de savoir l'importance de la collecte des données et l'échelle à laquelle on travaille et le type d'image que vous utilisez. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour lui.
Félicitations, Dimitri. Vous avez vu le prix parce que vous avez gardé le temps de parole. Ça fait beaucoup de temps que je fais des présentations, donc c'est assez facile de respecter les temps de parole. Nous nous sommes rencontrés à Crète la semaine dernière. Bonjour, hein. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour Dimitris? Non, je crois que c'était très clair. Oui, ça a été une très belle présentation. Bon, tout à l'heure, dans les présentations des participants, vous serez à même d'écouter leur présentation, ce qu'ils font pour le suivi et les nouveaux outils qu'ils veulent utiliser. Alors, on va continuer avec le prochain intervenant maintenant. Maintenant, nous avons IUCN Med. On va parler du cadre d'évaluation de Yaprak Arda qui va parler des standards d'évaluation, des solutions fondées sur la nature. Et après, on va écouter José Luis qui va parler de la UCN et de son importance pour les AMP de Méditerranée. Vous avez 10 minutes chacun. À vous la parole. Merci beaucoup, Patricia, et bon après-midi à tous. Je m'appelle Yaprak Arda, je suis le responsable de programme de la UCN Med. Donc, je vais faire de mon mieux pour présenter les standards d'évaluation et leur mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Je vais vous donner un aperçu parce que, en fait, cela fait partie d'une formation qu'on fait pour les AMP. Alors, on va commencer par la définition des solutions fondées sur la nature, NBS. Vous avez tous entendu parler du NBS qui devient de plus en plus important et de plus en plus intégré dans notre travail de conservation. Donc, qu'est-ce que les solutions fondées sur la nature? Ce sont des actions pour protéger, conserver, restaurer, utiliser de façon durable et gérer de façon durable les écosystèmes marins et côtiers d'eau douce, terrestre et naturelle pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux de façon efficace et adaptative, qui peuvent donner du bien-être aux êtres humains, qui peuvent donner des services écosystémiques, qui peuvent donner résilience et des avantages en termes de biodiversité. Voilà. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que les solutions fondées sur la nature. La première idée de NBS a été proposée par l'IUCN en 2009. Et après, avec les congrès de l'IUCN et d'autres rencontres, le concept et la définition et la compréhension et l'idée de NBS a évolué. Et le premier standard de solution fondée sur la nature a été adopté en 2016 pendant le congrès mondial de l'IUCN. Ça, c'était 2016. Et après, en 2020, le standard NBS a été adopté par le Conseil de l'IUCN et a été mis en œuvre par l'IUCN. En 2022, l'NBS a été adopté à l'Assemblée sur l'environnement des Nations Unies, l'UNEA 5. Les solutions, le standard et les critères de solutions fondées sur la nature sont évolutifs. Donc, le premier standard a été lancé, a été mis en œuvre dans un contexte complètement différent et après, les choses ont évolué. Donc, il y a eu des retours et donc, l'IUCN a décidé de mettre à jour le standard et les critères. Et récemment, le ICN a lancé la deuxième édition du standard NBS qui a été accepté de façon formelle et annoncé dans le dernier congrès de l'IUCN il y a quelques semaines à Abu Dhabi. Nous savons que les solutions fondées sur la nature, telles qu'elles sont acceptées par les Nations Unies, sont très importantes parce qu'elles influencent les politiques
Les solutions vont de pair avec les politiques et nous savons que les solutions fondées sur la nature sont au cœur du programme IUCN 2025-2030. Ces solutions sont adoptées par le UNFCCC, l'UNCCD, l'UNCBD au niveau mondial pour les objectifs mondiaux et les cibles mondiaux. Les solutions fondées sur la nature sont une partie fondamentale des stratégies adoptées au niveau mondial. Et aussi, les solutions fondées sur la nature sont considérées comme un outil à plusieurs niveaux pour favoriser un processus décisionnel smart, donc intelligent et concret. Donc, voyons voir le standard global. Il y a plusieurs standards adoptés par la IUCN. Voilà, voyons voir toute la diapo. Les MBS sont tout à fait en ligne avec les standards de l'IUCN qui sont au cœur de la définition globale des solutions fondées sur la nature et ce sont des standards facilitatifs pour la conception, l'évaluation et le scaling up des MBS. Il y a 8 critères et 28 indicateurs. Et tous les critères et les indicateurs se basent sur la co-création de connaissances, donc la science de la conservation, la science sociale et la connaissance traditionnelle. Dans le congrès de 2020, la IUCN a promu le standard global de la IUCN pour les solutions fondées sur la nature, qui maintenant a été adopté dans plusieurs objectifs au niveau mondial. Donc, les standards de la IUCN, il y a 8 critères. Ces 8 critères, vous les voyez dans l'image, ils sont liés, par exemple, à la conception sur échelle, au profit de la biodiversité, à la gestion adaptative, le mainstreaming pour la durabilité, la gouvernance inclusive, les compromis et la faisabilité économique et les défis de la société, qui est le premier critère. Donc, comment est-ce qu'on applique le standard et les outils? Comment est-ce qu'on utilise les standards et les critères? On utilise les MBS quand on veut évaluer si une proposition ou bien une mesure est en ligne avec le standard. On utilise le MBS quand on veut donner des informations aux parties prenantes sur les moyens pour vérifier les choses et la façon dont il faut utiliser les indicateurs. Et on utilise ces standards pour identifier les zones d'amélioration. Et on a utilisé les MBS dans toutes les régions du monde, Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océanie, pour plusieurs écosystèmes, pour plusieurs défis au niveau de société et pour plusieurs types d'actions. Comment est-ce qu'on utilise les critères et les indicateurs? Il y a une page web consacrée aux solutions fondées sur la nature. Et quand on entre dans ce site web, vous pouvez voir cet outil d'auto-évaluation que vous voyez ici, où il y a les 8 critères. Et ce que vous faites, c'est de saisir des informations sur votre projet, votre idée, votre proposition. Vous identifiez le projet ou bien l'idée et après, vous remplissez tous les 8 critères avec leurs indicateurs. Ça, on le trouve sur le site web, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous regardez tous les critères et les indicateurs, vous donnez un score et vous classez votre projet en fonction des critères et des indicateurs. Et finalement, il va y avoir un rapport final qui a un code couleur qui vous donne un score total sur votre projet ou votre proposition ou votre
idée si votre projet est conforme aux solutions fondées sur la nature ou bien à quel pourcentage le projet est conforme aux solutions fondées sur la nature. Donc, finalement, le rapport vous donne un certain niveau de conformité pour votre projet. Et il vous dit si les indicateurs sont satisfaits ou bien pas. Donc, vous avez une idée générale de votre projet, s'il est conforme ou bien s'il doit être amélioré d'une certaine façon. Donc, c'est un outil d'auto-évaluation qui est totalement gratuit. Vous devez seulement entrer sur le site web NBS et vous devez saisir juste les informations sur votre projet. Et après, vous passez pour les critères et les indicateurs pour voir quelle est la situation, la conformité de votre projet par rapport aux solutions fondées sur la nature. Cela peut se faire à toute phase de votre projet, dans une phase de proposition, dans la phase de mise en œuvre, dans la phase de suivi. C'est juste un outil d'auto-évaluation pour vous soutenir et pour améliorer votre projet pour qu'il soit plus conforme avec les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est une façon pour soutenir votre projet et pour aller de l'avant. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser cet outil à chaque fois que vous voulez, à toute phase de votre projet. Et ça, c'est très important. Juste pour vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans la Méditerranée et au niveau global. La IUCN Med a plusieurs projets conformes aux solutions fondées sur la nature et maintenant, on se concentre sur la partie marine. Donc, je vais vous donner deux exemples de deux projets qu'on a dans la Méditerranée. Un projet est le projet RESCOM, qui est un projet régional pour renforcer la résilience des écosystèmes dans la Méditerranée. L'idée principale de ce projet, c'est de renforcer les écosystèmes pour que la mise en œuvre des différents projets pilotes soit conforme aux solutions fondées sur la nature. Le projet RESCOM est un projet régional dans 6 pays, mis en œuvre dans 6 pays. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs écosystèmes dans des différents sites pilotes et les solutions fondées sur la nature dépendent aussi de la région, du site et des activités menées. Juste pour vous donner une idée sur une AMP et un exemple sur une AMP, voilà, ça, le site pilote est Capo Carbonara, c'est une AMP en Italie. L'objectif principal, c'est la restauration des herbiers de Posidonie dans l'AMP et restaurer la biodiversité dans le site avec la restauration de l'herbier de Posidonie. Donc, l'action principale mise en œuvre est une solution fondée sur la nature. Pour l'instant, le projet a duré 2 ans. Donc, on est encore dans la phase de mise en œuvre et on espère d'avoir les résultats dans 2 ans et après, on aura la possibilité de voir si ce projet axé sur une solution fondée sur la nature a été efficace pour restaurer l'herbier de Posidonie ou bien pas. Et après, vous avez entendu parler du projet Rest Coast, parce qu'on vous a déjà donné quelques exemples de ce projet. Ça, c'est un projet sur la restauration qui prend en considération des solutions fondées sur la nature. Je vais vous donner l'exemple du delta du Rhône, à notre site. Voilà, c'est le delta du Rhône, des salés marrants, pardon, marais salants, qui a un projet avec une solution fondée sur la nature. Là, on a plusieurs défis au niveau de la société. On a des problèmes de dégradation de l'environnement, de perte de la biodiversité, de développement socio-économique, de réduction des risques naturels, d'adaptation au changement climatique. Et dans le site, il faut réduire le risque d'érosion côtière, réduire le risque d'inondation côtière et purifier la qualité de l'eau.
Maintenant, il y a des mesures mises en œuvre dans ce projet. Les résultats vont arriver l'année prochaine. Et donc, les résultats seront plus visibles dans un an. Mais pour ces deux projets, disons que les activités de mise en œuvre et les résultats seront disponibles sur le site web. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations. Et après, un dernier exemple au niveau global. Il y a plusieurs exemples de solutions fondées sur la nature mises en œuvre dans l'écosystème marin et au niveau mondial. Par exemple, la restauration des récifs d'huîtres est très populaire et est fondamentale dans certaines régions, par exemple aux États-Unis. Aussi, la restauration de la mangrove est très célèbre dans le monde de l'IUCN et au niveau global, il y a plusieurs solutions pour restaurer ces écosystèmes. Il y a aussi des cas de restauration de récifs de corail. On a aussi la restauration de la forêt de kelp aux États-Unis et d'autres projets exemplaires dans les systèmes tempérés du monde. Donc, comme vous le savez, dans la Méditerranée et dans le monde entier, il y a plusieurs projets dans le monde marin qui intègrent des solutions fondées sur la nature dans la mise en œuvre du projet. Donc, dernière diapo. Toutes les informations sont disponibles. Si vous voulez partir sur le site web de l'IUCN, vous pouvez trouver tous les documents pertinents et aussi l'outil d'auto-évaluation pour mieux comprendre les critères et les indicateurs et comment ils peuvent être utilisés dans vos projets. Il y a aussi d'autres initiatives et d'autres publications et d'autres informations sur les solutions fondées sur la nature. Il y a par exemple le document qui vient d'être publié, qui est celui-ci que vous voyez à droite en bas, qui a été publié par la Tour du Vala. Et donc, c'est une publication intéressante pour vous, pour les solutions fondées sur la nature dans la Méditerranée. OK, merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps de parole, mais j'ai cherché à vous donner quelques exemples de mise en œuvre et une explication, un aperçu général des solutions fondées sur la nature. Merci beaucoup. Cela a été très utile pour les participants. Alors, elle peut être appliquée à toute phase du projet. Donc, les participants, s'ils ont leur plan de restauration ou bien s'ils sont en train de développer leur plan de restauration, ils peuvent faire référence à votre site web. Oui, tout à fait. Euh, on peut utiliser cet outil d'auto-évaluation dans la phase de planification, dans la phase de mise en œuvre, dans la phase de suivi. C'est juste un outil pour améliorer la mise en œuvre des activités du projet de restauration. OK, très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant à Yaprak parce que peut-être elle doit nous laisser un petit peu à l'avance, mais on aura encore l'occasion de la revoir à l'avenir. OK? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Adrien? Oui, merci. Merci Yaprak de cette présentation. J'ai une curiosité. Peut-être quelquefois, c'est difficile dans l'évaluation des critères d'avoir des données de base. Et
comment est-ce qu'on peut donner des scores en termes, par exemple, d'avantages pour la biodiversité d'un projet qui est à l'état expérimental, par exemple, dans des projets de restauration euh, dans les îles tropicales, où on ne sait pas vraiment quelle est l'efficacité des mesures adoptées. Quelquefois, il y a par exemple des personnes qui disent qu'on est en train de gaspiller de l'argent avec la transplantation parce que la transplantation coûte très cher. Et quelquefois, on n'a pas assez de données pour évaluer la faisabilité des projets. Donc, je me demande, est-ce que cela est pris en considération dans le cadre de votre outil? Oui, c'est l'un des défis que nous avons. C'est l'une des raisons pour laquelle l'IUCN cherche à avoir un retour d'information de la part des projets déjà mis en œuvre pour voir quelles sont les lacunes, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de critères ou bien d'indicateurs. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que c'est vrai, il y a des lacunes quelquefois, et quelquefois, il faut donner des informations pour les critères et il n'y a rien qu'on peut donner. Et donc, alors, rien n'est faisable. Mais avec les nouveaux standards mis à jour, il y a eu des améliorations. Donc, cela est spécifique au cas par cas pour les projets. Ça dépend des projets et cela aussi dépend du soutien qui est donné de l'IUCN. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les améliorations qui ont été faites parce que c'est tout à fait récent, mais il y a eu quand même des améliorations pour améliorer, disons, ce type de lacunes ou bien manque de données ou bien manque d'informations. Mais nous savons que c'est un grand défi. Quelquefois, c'est très difficile, c'est des grandes contraintes. Et le standard cherche à faire face à ce défi. Mais le retour d'information est très important pour améliorer les standards en général. Donc, oui, on peut continuer à en parler. Vous avez mon adresse email. Mais en général, oui, on cherche à améliorer, mais je n'ai pas de bonne réponse. Je crois que c'est un système d'auto-amélioration, c'est-à-dire on apprend en faisant, c'est ça. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dimitri a aussi levé sa main. Là, c'est un grand débat. Pour la Posidonie, l'année dernière, nous avons publié des lignes directrices pour la restauration active. Et c'est clair que si on n'a pas de l'argent, dans 5 ans, on ne pourra rien faire et l'herbier sera mort, par exemple. Mais il n'y a pas d'études sur les échecs des projets. On a des études sur les projets qui ont eu du succès, mais pas sur les projets qui n'ont pas eu de succès. Et, euh, et ça, c'est dommage. Il faudrait voir aussi quels sont ceux qui n'ont pas marché dans les projets. On- oui, c'est vrai. Ce retour d'information est important et aussi quand dans le site web des solutions fondées sur la nature, il y a aussi des pages où vous pouvez donner un retour directement aux experts de l'IUCN qui travaillent sur les solutions fondées sur la nature pour, disons, faire face à ces lacunes. OK, merci beaucoup. Alors, on peut continuer maintenant avec le prochain intervenant, José Luis Forstigo de la UCN Med. Et donc, après, vous aurez la possibilité de poser d'autres questions. Il va présenter la liste verte de la UCN sur les zones protégées et conservées.
Alors, je vais vous parler donc de la liste verte des zones protégées et faisant l'objet des conservations. En fait, c'est un thème très ample et j'espère que dans la formation en présentiel, on pourra donc creuser davantage de ces thèmes et pouvoir donc explorer de façon plus précise donc les contextes marins. Donc, je vais vous faire une présentation plus générale maintenant sur cette liste, comment elle a été créée, pourquoi et aussi voilà son organisation générale. Voilà. Alors. Donc, l'origine de cette liste remonte à 2012. Il y a eu une résolution pour développer des critères objectifs pour une liste verte d'espèces, écosystèmes et zones protégées. Et voilà, donc le premier pilote a été présenté après en 2014 lors du Congrès mondial de parcs nationaux. Et puis en 2016, il y a eu une autre résolution lors d'un autre congrès mondial pour améliorer la gouvernance équitable et la gestion effective des zones protégées marines et terrestres de par des initiatives spécifiques de par la liste verte. Puis en 2016 et en 2022, on a eu d'autres étapes car la liste verte a été citée dans des résolutions et donc a été proposée comme un standard volontaire pour promouvoir et encourager l'efficacité de gestion des zones protégées. Et donc, on va voir effectivement quels sont les outils pour pouvoir mesurer ou augmenter l'efficacité des zones protégées. Et voilà, c'est vraiment un outil qui est considéré comme officiel aussi par la CBD. Alors, ça, c'est l'objectif 3 du cadre mondial pour la biodiversité. Et voilà, donc faire en sorte que d'ici 2030, au moins 30% des zones côtières terrestres et, disons, marines soient protégées. Oups, pardon. C'est le même texte et vous voyez en fait qu'il y a des mots en gros qui font partie aussi de la liste verte. Ok, voilà, c'est parti. Donc, ont été tirés de la liste verte. Par exemple, on a 4 composantes ici pour l'objectif 3. La composante 1 inclut la gouvernance équitable, l'effet de reconnaître les territoires traditionnels indigènes, les droits des populations indigènes et même leurs territoires traditionnels. Et puis, on voit la composante 2 et le même s'applique aussi aux autres composantes 3 et 4. Voilà, donc la liste verte est en ligne avec l'objectif 3 et donc a été conçue pour répondre à l'objectif 3. Quelle est la mission de la liste verte? Nous connaissons maintenant l'origine. Alors, c'est d'augmenter et reconnaître le nombre donc des zones protégées conservées efficaces au niveau mondial. OK, alors on peut l'appliquer aux zones protégées, mais aussi aux zones à conserver. Il s'agit de zones qui ne sont pas des zones protégées, mais dont la gestion est positive pour la conservation. Par exemple, ici, vous voyez des exemples et la liste verte peut être appliquée à ce deux types de zones protégées et à conserver, car donc contribuent ensemble à l'obtention de l'objectif 3. La liste verte a trois composantes, la gouvernance, la gestion efficace, la planification et la conception. Et donc, les résultats de conservation devaient être les résultats de ces trois objectifs. Mais en fait, disons, ce n'est pas le seul critère pour évaluer l'efficacité. Alors, on voit que toutes les composantes sont mesurées. Alors, vous voyez en fait qu'il y a plusieurs facettes, par exemple l'identification des valeurs principales du site, atteindre la conservation à long terme, comprendre les menaces et les challenges, comprendre le contexte économique et social. Voyons juste quelques-uns des aspects qui sont couverts par les standards de la liste verte. On vient de les entendre de YAPRAC. Et puis on a donc le mission de reconnaissance, d'évaluation et voilà, d'amélioration. Et tout cela
pour promouvoir le travail dans le domaine de la conservation. Voilà comment on reconnaît les sites qui sont en train de faire un bon travail en termes d'efficacité. Et aussi, les benchmarking, c'est très important parce qu'il ne faut pas aller la même langue, utiliser le même indicateur dans le monde entier. Ça, c'est le seul outil pour pouvoir évaluer de façon efficace et fiable. Et donc, on peut appliquer ces paramètres pour faire le benchmarking à tout moment. Évidemment, l'objectif final, c'est l'amélioration continue par rapport à l'efficacité de gestion. À gauche, vous voyez les valeurs de la liste verte, juste pour vous montrer que ce sont des valeurs donc trois-dimensionnelles qui concernent en fin de compte l'amélioration. Ici, vous voyez donc d'autres outils pour la gestion efficace des zones protégées. Peut-être vous en connaissez quelques-uns ou tous, mais la liste verte, c'est un standard. Cela signifie que la liste verte ne dit pas comment faire les choses, mais voilà, donc dit simplement que les résultats doivent être considérés dans l'évaluation. Voilà, ça c'est la différence importante. On peut commencer ex nihilo. Sinon, si on a utilisé ces outils, on peut les utiliser pour collecter toutes les données et donc les intégrer à la liste verte. Donc, en rouge signifie que les paramètres utilisés par l'outil n'est pas considéré par la liste verte. Par contre, si c'est en vert, c'est compatible. Donc, vous voyez en fait que la liste verte, c'est un standard qui comprend donc toute une série de composantes, alors que ces outils parfois se concentrent juste sur quelques aspects. Mais si on a assez de données, quand même, on peut voir quels sont les paramètres compatibles pour insérer et intégrer les données concernées à la liste verte. Et puis, toujours par rapport au standard qui est la liste verte. Donc, en fait, c'est une application mondiale, permet la mise en œuvre et l'évaluation locale des mesures et aussi se fonde sur les meilleures pratiques de la UCN et ses produits liés aux connaissances. Ici, vous voyez donc comment ça se présente. Donc, il y a 17 critères donc, qui sont répartis différemment. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette liste parce que, voilà, en plus, ça change continuellement. Alors, essentiellement, il y a toujours des mises à jour, parfois, disons, des enrichissements. Alors, il y a les 4 composantes de la liste verte. Tout est disponible publiquement. Voilà, vous voyez le site web iucngreenlist.org. Ici, vous voyez donc l'état courant de la green list, de la liste verte. Donc, on a donc 90 candidats, 157 donc aussi candidats qui demandent de participer avec donc 300 experts, presque 500 qui participent au processus et il y a des réseaux ou des régions qui se concentrent sur les environnements marins et on a par exemple la juridiction marine méditerranéenne qui a été conçue pour soutenir donc les AMP dans les contextes méditerranéens car mm, normalement, les développements terrestres peuvent un peu influencer et altérer tout ce qui est fait pour les habitats marins, alors que cette juridiction marine méditerranéenne a été créée justement pour se concentrer sur la Méditerranée. Alors, regardez donc les 34 sites certifiés en Europe, ce sont 2 AIP, vous voyez. Et ça, c'est un élément d'influence parce qu'il y a une influence terrestre. Et puis, 6 juridictions consolidées, 6 juridictions qui sont régionales comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye, donc Afrique du Nord. Et puis, on en a aussi où il n'y a qu'un pays, soit l'Espagne, la France, l'Italie. Voilà, cela dépend
du moment de la création, voilà, de la zone. Et puis, on a 6 juridictions en cours de développement et la plupart dans le reste de l'Europe. Et puis, on a une marine régionale Aigle. Donc, c'est le groupe d'experts pour l'évaluation de la liste verte qui soutient la création de zones de protection et de conservation dans la Méditerranée et qui est soutenu par plus de 50 experts. Puis, il y a un projet appelé Liste verte pour les AMP de la Méditerranée où on implique plusieurs parties prenantes pour développer des lignes directrices pour les soutiens dans la mise en œuvre de la liste verte, donc dans les contextes des AMP de la Méditerranée. Et on va continuer le développement donc de cette stratégie. Et puis voilà, ici, vous voyez tout ce qu'on produit, donc les publications visant les AMP et pas seulement. Et la différence principale avec d'autres outils, c'est qu'il n'y a pas une auto-évaluation. Il faut que l'évaluation soit toujours indépendante, réalisée par des experts extérieurs, donc fournissant des garanties. Donc, c'est international, ça doit être fourni par une entité extérieure pour vérifier le protocole et le contenu du processus pour vérifier que tout soit fait selon donc les critères qualitatifs. Puis, il y a la reconnaissance internationale qu'on a reçue donc lors du congrès à Abu Dhabi en 2025. Et voilà, nous voulons donc donner toujours plus de visibilité à tout ça. Et puis, on a une liste de partenaires qui rend la liste verte possible. Et en fait, vous savez qu'il s'agit donc d'organisations soit publiques, soit privées, soit mixtes. Et pour conclure, voilà, tout commence avec l'engagement donc d'un pays par rapport à un site, puis il y a une adaptation par rapport au contexte local, et puis on a la mise en œuvre. Voilà, donc il y a donc une pertinence mondiale, mais aussi une adaptation locale. Et voilà, si vous appartenez à l'un de ce groupe, par exemple, vous voyez la liste, vous voyez quel peut être votre rôle à la liste verte. Vous pouvez devenir mentor ou un membre de mise en œuvre ou un membre EAGL. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition pour votre question maintenant. Sinon, il y a mon adresse mail. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Voilà, donc on va donc ajuster les petites fautes d'affichage une fois qu'on fera circuler la présentation. Alors, comment peut-on appliquer ces standards à des projets de restauration spécifiques? Parce que si j'ai bien compris, en fait, il s'agit de quelque chose de plus général ou est-ce que donc c'est plutôt spécifique, c'est-à-dire comment peut-on utiliser ça de façon ciblée? Alors, le liste verte demande au site les mêmes questions. Et donc, demande quelles sont les valeurs faisant l'objet donc disons de l'activité. Quelle est la condition? Si la condition est très mauvaise, donc il faut avoir donc une condition déjà bonne ou améliorée, mais pas mauvaise. Voilà. Donc, il faut faire du suivi. Il faut donc définir un seuil et puis voilà, voir l'évolution. Et donc, la liste verte fournit le cadre de référence pour choisir sur quoi s'est concentré pour les suivis et puis la fréquence du suivi et aussi quel est l'objectif final. Une fois que l'on a défini l'objectif final, alors on passe à la mise en œuvre donc, du contexte qui va peut-être demander donc de mettre en œuvre certaines conditions requises pour atteindre l'objectif final de restauration défini. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Alors, il faudrait faire
la photo de groupe avant que peut-être quelqu'un parte. Donc, avant qu'on passe aux prochaines présentations. Donc, merci. Merci à Yaprak et José pour vos présentations. On aura davantage d'opportunités de parler de la liste verte lorsqu'on sera tous en présentiel à Capo de Gata en Espagne. Et voilà, donc on aura la chance de pouvoir échanger davantage. Alors, on va compter jusqu'à 3 et puis souriez. 1, 2, 3. Encore. Merci beaucoup. Encore. Merci. Alors, on a encore un peu de temps pour les présentations de participants. Patricia, sinon, Moïse, vous avez un complément? S'appelle, avec notre collaboration avec le Medfund, qui s'appelle l'outil EEG, c'est-à-dire l'outil d'évaluation de l'efficacité de gestion. Donc, c'est une version on peut dire un peu simplifiée des outils qui ont été évoqués par José. Et réellement, on utilise cet outil depuis 5 ans maintenant. Et c'est un outil vraiment qui nous permettent de faire une évaluation concrète et réelle de la gestion au niveau des aires marines tunisiennes et plus que tunisiennes, les aires marines d'une façon générale qui sont maintenant financées par le Medfund. Donc, c'est un outil qui traite les axes classiques, disons, la gouvernance, le suivi écologique, la structuration de l'unité de gestion. Donc, les axes un peu conventionnels, si je peux dire. Et donc, peut-être aussi, on a omis d'évoquer cet outil que je trouve intéressant, simple et utilisable. Voilà, exactement. Exactement. Oui, justement, Suzanne, voilà, on a utilisé cette première phase d'initiation, c'est-à-dire 2020, 2025 pour les bénéficiaires MatFund pour tester cet outil, justement. Après, je pense, oui, ça peut être un outil relayé et publiable parce qu'on est en train de le tester, justement. Merci à vous, José, et tous mes collègues. Tu veux prendre la parole pour la passer aux derniers intervenants? Alors, on a voilà, un peu de temps pour les présentations des participants, des études des cas. On en a reçu beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui,
on aura juste le temps pour en écouter 2, je pense, pas plus, mais ne vous inquiétez pas. Donc, on aura la chance d'en parler soit la semaine prochaine, soit en présentiel à Capo de Gata. Alors, je passe la parole donc à Ranim Tanan et puis au prochain. Donc, voilà. Et puis, on aura aussi quelques minutes pour des questions finales. Alors, Ranim Tanan, ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Merci, je suis Ranim Tahanan, je viens du Liban, je suis biologiste marine et donc je travaille dans la réserve naturelle côtière à Bassier. On a été établi en 2020 et les comités de gestion, c'est le comité de gestion de la zone protégée. Donc, on n'a pas d'équipe de gestion. Nous n'avons que des bénévoles qui s'engagent pour, voilà, assurer des activités. Et en fait, cette réserve, c'est une zone protégée, se trouve dans le sud, donc à nord de la réserve de la côte de Tyr. Et il s'agit donc d'une zone protégée qui a des habitats marins et des habitats terrestres. On n'a pas encore de financement du ministère de l'Environnement, malheureusement. Et malheureusement, on n'a pas de financement. Et donc, petit à petit, on essaye un petit peu de trouver des fonds pour avoir des opportunités, donc des conservations pour établir beaucoup d'habitats. Alors, nous avons une petite cartographie pour la partie terrestre, mais on n'en a pas pour la partie marine. On a donc essayé de faire ça pour aussi définir le niveau de départ de la biodiversité pour pouvoir après voir quel est l'état écologique des espèces. Alors, nous avons commencé avec les nids des tortues vertes. Nous avons vraiment des dunes vraiment importantes et car nous avons des plages de sable. On a ici et là donc des habitats rocheux, mais donc c'est des lieux idéaux pour la nidification des tortues vertes et pour Caretta caretta. Et voilà, donc on a identifié aussi les sites de reproduction. Et voilà, donc en plus, les zones protégées donc, ne font l'objet d'aucune activité humaine. On peut prélever rien du tout d'une zone protégée. Et essentiellement, nous avons donc des dunes sablonneuses et donc on en a de plusieurs types, mais toutes marquantes. On n'a aucune initiative de restauration. Voilà pourquoi pour nous, c'est important de participer à cette formation pour comprendre comment s'organiser pour la restauration, car récemment, on a travaillé aussi sur la stratégie de gestion de la réserve. Et surtout, nous nous concentrons sur les dunes, les tortues. Nous tâchons de tout d'abord faire le point de la situation. Nous avons donc défini donc, une baseline de la biodiversité. C'est encore en cours de finalisation, mais c'est prometteur comme cadre. Et les pressions principales sont représentées par voilà, les activités humaines et on a donc des dunes côtières qui sont très proches aussi des zones de propriété de privée. Et voilà, donc parfois, les particuliers désirent enlever les dunes qui se trouvent dans leur propriété privée
pour leur but et on n'a pas les soutiens du ministère de l'Environnement et donc on ne peut pas empêcher aux particuliers de détruire les dunes qui se trouvent sur leur propriété. Et alors, on ne sait pas comment s'y prendre. Et notre objectif, c'est au moins de pouvoir restaurer les dunes, car ce sont vraiment les dernières dunes si importantes de cette partie de la Méditerranée. Et on n'a pas de mesures de restauration, pas encore, hein, mais on envisage un travail de restauration pour garantir la biodiversité future de la flore et de la faune. Et donc, on observe l'évolution au fil du temps des écosystèmes. Et voilà, on essaye d'évaluer aussi l'évolution de la couverture verte des plantes et voilà, tous les habitats. Comme je dis, tout est assez nouveau pour nous et donc on n'a pas encore finalisé des travaux spécifiques et j'espère qu'on pourra bientôt traduire tout ça en réalité. Merci beaucoup. Merci. En fait, on a une question. Alors, vous avez parlé donc d'intention de travailler sur la restauration. Et alors, il y a beaucoup de pêche illégale. Et alors, je voudrais savoir donc si vous avez envisagé, voilà, tu n'as pas cité ça, mais je me demande si tu n'as pas cité cet élément pour une raison spécifique. Alors, voilà. En fait, dans les réserves et les zones protégées, on ne peut pas pêcher. Et alors, tout d'abord, nous voulons comprendre quel est l'état écologique de nos habitats, si on trouve des zones de reproduction, et voilà. Et puis, à partir de là, travailler sur la conservation, la restauration de ces habitats, car, voilà, effectivement, il y a beaucoup de pêche illégale dans le sud du Liban, l'utilisation surtout de la dynamite. Et à cause du manque de possibilités de faire du suivi, du surveillance, on n'a aucun fonds, aucun financement pour soutenir les activités dans la réserve. Et donc, on ne peut pas même empêcher aux gens d'entrer dans la réserve. Ça, c'est un problème majeur. Et aussi, évidemment, en général, la pêche est interdite, mais on ne peut pas, disons, empêcher aux gens d'accéder. Et alors, on voudrait faire quelque chose aussi sur la pêche illégale, mais vraiment, on n'a pas de moyens. Et donc, pour l'instant, on essaye au moins de se concentrer sur la collecte d'informations. Voilà, donc voilà pourquoi je n'ai pas cité les problèmes de la pêche illégale qui, par contre, existent et c'est très grave. Merci, merci beaucoup pour cette précision. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on peut passer à la prochaine présentation. Merci. C'est- Najib, vous êtes là? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Voilà, je suis Najib Benayed, président de l'association Écologie sans frontières en Algérie. Je vais vous faire une petite présentation sur notre modeste expérience avec la préservation de la Posidonie. Voilà. Suivant. Voilà. Nous sommes une association écologique et scientifique qui est active au niveau de la wilaya du Jijel en Algérie, au nord-est de l'Algérie, principalement au niveau du parc national de Taza, où on a une convention de cogestion. On mène plusieurs activités là-bas, suivies des milieux insulaires, espèces invasives, tortues marines, posidonie, oiseaux et beaucoup d'autres activités. Alors, le parc national de Taza, c'est l'un des plus anciens parcs côtiers en Méditerranée, puisqu'il a été créé en 1923.
Ensuite élargi à 3800 hectares en 1984, réserve de biosphère en 2004, ASPIM, Bond des Kabyles en 2005 et enfin aire marine protégée en 2022. La suivante, s'il vous plaît. Alors, le parc abrite une biodiversité vraiment exceptionnelle. On trouve de tout, même des espèces endémiques telles que la citelle kabyle, le singe magou, des paysages à vous couper le souffle, des forêts, vraiment des forêts très denses de chênes lièges et de chênes qui descendent jusqu'en mer. On a des îles, on a de la neige, on a des barrages, à peu près de tout, de la Posidonie, du coralligène. On a un sentier sous-marin, des sentiers terrestres et beaucoup d'autres choses comme un musée, un zoo. Il y a beaucoup d'activités au niveau du parc national de Taza. En matière, bon, si on va parler maintenant, on va parler juste de la Posidonie. Pour la situation de la Posidonie en Algérie et au niveau du parc, alors elle est présente tout au long des côtes du parc, soit les 30 km. La Posidonie est une espèce protégée en Algérie. Voilà. Alors, si vous portez atteinte à la Posidonie, vous risquez d'avoir une amende qui va jusqu'à 500 euros. Dans une aire marine protégée, la Posidonie est doublement protégée puisque si vous portez atteinte à la Posidonie ou aux autres espèces, vous risquez même la prison, jusqu'à 2 ans de prison, et une amende qui passe jusqu'à 5 000 euros. Voilà. La Posidonie est également protégée par différents accords et conventions ratifiés par l'Algérie. C'est une espèce très importante pour le parc et sa conservation et son suivi font partie des activités inscrites dans le plan de gestion du parc national de Taza. Dans le cadre de notre collaboration avec le parc, on a un plan d'action pour la conservation et le suivi de la Posidonie. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on mène plusieurs actions telles que le suivi de la fréquentation pour essayer quels sont les impacts et les menaces sur nos herbiers de Posidonie. Pour être sincère, on n'a pas de chalutage sur notre zone, c'est une zone rocheuse, alors on n'a pas de chalutage. Le seul impact, c'est vraiment les déchets en plastique et le mouillage non organisé. Ce suivi a été mené en collaboration avec le Commissariat national du littoral et avec un appui technique de nos amis de l'initiative PIM, puisque c'est eux qui nous ont élaboré le protocole de suivi. Suivante, s'il vous plaît. Notre association mène beaucoup d'actions telles que la sensibilisation, la communication. On parle toujours de la Posidonie pour mieux la protéger, mieux la préserver à toutes les occasions. En matière de, si on peut parler de restauration passive, on mène beaucoup de campagnes de nettoyage, notamment à la fin de la saison estivale, et ce, en collaboration avec les clubs de plongée qui sont actifs sur la zone. Suivante, s'il vous plaît. Pour le suivi de la Posidonie, alors chaque période, on mène des campagnes de suivi pour essayer de collecter le maximum de paramètres, tout ce qui est, on a des stations bien précises pour essayer de collecter le maximum de paramètres, soit densité, recouvrement. Bon, généralement, c'est un suivi visuel. On est soutenu par un bureau d'études et des clubs de plongée. On fait le suivi aussi de la floraison de la Posidonie où on a constaté ces 3 dernières années une floraison très exceptionnelle, de jamais vue sur notre côte. Et on fait aussi le suivi des juvéniles et des poissons avec un protocole élaboré par notre ami Adrien qui est là, que je tiens à saluer. Et c'est lui aussi qui nous a équipés avec quelques outils de suivi. On a installé aussi un réseau de balisage pour le suivi de la Posidonie. C'est que si vous voyez sur la photo à droite, il y a un projet, il y a un port de pêche qui a été réalisé. Et lors des travaux, les travaux de déroquetage et de dragage, ils ont enlevé à peu près une dizaine d'hectares de Posidonie. Malheureusement, c'est le projet, on ne peut rien y faire. On a installé là-bas un réseau de balisage pour suivre la limite de la Posidonie s'il y a progression ou régression. Malheureusement, il y a beaucoup d'activités nautiques. Tu vas et viens avec des petites embarcations entre le port et l'île où on a constaté le déchaussement des herbiers de Posidonie. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, on a essayé voilà,
pour régler les choses. On a essayé, on a testé un encre de type screw, un encre écologique. Voilà, on l'a installé pour les clubs de plongée. C'est une initiative locale. Il faut signaler que notre association ne bénéficie d'aucun financement. On n'est pas autorisé même de recevoir de l'argent étranger. Tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat avec nos propres moyens. Voilà, on bénéficie ni de financement algérien, ni de financement étranger. Voilà, on a essayé, on a mis ce mouillage écologique pour démontrer aux autorités qu'on peut protéger les herbiers de Posidonie et le plus important, démontrer qu'on peut réaliser des zones de mouillage organisées avec un coût financier très faible, avec de simples matériaux. Et même l'encre, il a été fabriqué à notre niveau. Voilà la suivante, s'il vous plaît. Enfin, on a aussi des herbiers de cimodocée. La cimodocée, elle est aussi une espèce protégée en Algérie. Malheureusement, on a des herbiers de très, très faible densité et de petites superficies. Et c'est des herbiers qui sont envahis par la Caulerpa racemosa. Aussi, c'est des herbiers qui subissent beaucoup de piétinement. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Najib. Non, merci. Merci à vous aussi. Franchement, à chaque fois, ils nous posent la question comment vous faites pour réussir. Et voilà, on a deux secrets. Le gestionnaire qui est le Parc national de Taza qui nous fait entièrement confiance. Bon, on était formé par le MEDPON depuis le lancement du projet en 2009 et on a continué, on a créé l'association, on a continué. Et plus, on a des partenaires très géniaux comme vous, le MEDPON, le VVF, Conservatoire du littoral, nos amis de NGB de Tunisie, et qui à chaque fois nous aident, surtout en matière de renforcement de capacité. Alors, merci à vous. Et oui, justement, Adrien, après votre départ, hein, c'est après votre départ qu'on a eu 3 années, 3 années d'affilée de floraison, et vraiment une floraison exceptionnelle. De ma vie de plongeur, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une floraison de Posidonie, 3 ans de floraison, et on est aux aguets, hein. Même cette année, on est aux aguets, et quelque chose peut-être qui va voilà, que vous allez aimer. La dernière de la saison passée, la même chose, beaucoup de juvéniles de Mirou et de Badèche. Là, on bouge la tête, il y a des Mirou et des Badèche et c'était vraiment exceptionnel. Merci. Je crois qu'on a encore le temps pour une autre présentation. Susan, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut le faire. OK, on va avoir la dernière présentation alors. Juste 5 minutes hein, à disposition. OK. Labrina, à toi la parole si tu es là avec nous, hein. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis Labrina de l'administration régionale des aires protégées de Vlore. À Vlore, nous avons 9 aires protégées, 4 parcs nationaux, 4 parcs régionaux et un paysage protégé. Voilà, ça c'est le parc marin national de Karaburun-Sazan. Ce parc se trouve entre la mer Adriatique et la mer Ionienne. Se trouve sur le linéaire côtier de la péninsule de Karaburun et l'île de Sazan, dans la baie de Flora. Et le parc national a été créé au mois d'avril 2010.
avec une superficie totale de plus de 12 hectares. Les herbiers des Posidonies sont un indicateur important dans ce parc et nous faisons un suivi des variables structurelles qui a été mené pour évaluer l'état de conservation de la Posidonie et pour identifier les changements des herbiers de Posidonie dans la baie de Flora. L'objectif c'était d'évaluer les impacts anthropiques et les impacts naturels sur l'état de conservation de l'herbier de Posidonie. Et cela nous a aidé à identifier les zones qui ont besoin d'être protégées et où il faut faire plus de suivi, les sites les plus adéquats pour les activités de loisirs, et j'en passe. Dans le parc marin, on a la zone à l'ouest où il n'y a pas de touristes ou bien de trafic. Dans l'île de Sazani, nous avons des touristes. Elles se trouvent dans le parc marin. Et après, nous avons un autre point qui est près du centre de visite de Karaburun-Sazan, qui se trouve au dehors, à l'extérieur du parc marin, mais c'est la zone où il y a plus de touristes. Et il y a des hôtels, et il y a des bars. Et donc, nous avons plusieurs stations d'échantillonnage. Nous avons des sites d'échantillonnage que nous avons choisis pour voir quelles sont les conditions environnementales de la zone. Dans les données qu'on collecte, on collecte les données de bathymétrie, les caractéristiques du fond marin, la profondeur, la densité de l'herbier et la ligne de base de l'herbier. Il y a donc 3 zones d'études, 2 sont à l'intérieur du parc, une à l'extérieur du parc. Et nous étudions la distribution, la profondeur et la structure de l'herbier de Posidonie. Voilà, ça c'est le suivi que nous avons fait. Pour cette étude, maintenant, nous avons les résultats. Nous avons travaillé avec des ONG et l'Université de Flora. Nous menons cette étude tous les 2 ans. Et les résultats pour la station numéro 1 qui est, disons, la zone noyau du parc, sont assez bons. La densité des plantules dans la zone numéro 1 est assez bonne. On a des feuilles de Posidonie qui mesurent jusqu'à 1,1 mètre de longueur. Et donc, ça, c'est un bon résultat parce qu'il n'y a pas d'impact anthropique. De la station numéro 2, qui est l'île de Sazan, dans le parc naturel, les résultats ont montré qu'il y a des menaces à la densité des plantules, mais quand même, il y a de nouvelles plantules. Et pour le centre de visite, la station numéro 3, la densité des plantules est assez faible dans 4 polygones mesurés. Des plantules de 24, maximum 26 cm de longueur. Là, on a beaucoup d'impact de la part des hôtels et on a beaucoup d'ancrage et on a aussi des bateaux à moteur qui fréquentent la zone. Pour cela, l'administration de la zone protégée a utilisé des mouillages écologiques pour interdire l'ancrage des bateaux. Donc, les Olympiades de Méditerranée souffrent beaucoup de pression de la part des activités anthropiques, des changements climatiques et d'autres problèmes.
Et donc, les gestionnaires doivent mieux comprendre et être plus conscients des changements environnementaux dans la zone de l'AMP. Les espèces menacées ou rares, ou bien les sites et les habitats rares ou menacés peuvent être très vulnérables. Et donc, il faut assurer leur suivi. Par exemple, pour notre AMP, maintenant, nous avons aussi des habitats du phoque moine et nous devons assurer la protection de ces habitats. Nous avons aussi la tortue caretta caretta qui vient déposer les œufs. Et donc, elle a des habitats qu'il faut protéger. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des participants. Est-ce que vous avez des questions pour Labrina? En fait, c'est assez tard. Cela a été une session très riche, très intense. Merci beaucoup à vous tous parce que ce programme a été très dense. On a présenté les méthodologies, pourquoi les choisir, comment les choisir. Dimitri nous a montré des exemples de télédétection et des méthodes qui peuvent, des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour faire un suivi et pour soutenir la restauration. Et on a aussi entendu l'UICN avec les solutions fondées sur la nature et quelques exemples. Et je crois qu'il est important de voir aussi le travail que vous faites et les opportunités de financement qu'on a. Il faut avoir de la visibilité. Donc, peu à peu, là, on a eu plusieurs présentations, mais cela est très utile parce que cela nous permet d'avoir un partage d'expérience entre nous. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette session. OK, je crois qu'on peut s'arrêter. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour moi aussi. Merci beaucoup à vous tous pour avoir été avec nous et on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, donc. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.